tous ces intellectuels là-bas que vous avez cités sont des spécialistes à pouvoir amener des dossiers quand leurs intérêts s'y trouvent. S'ils n'ont pas des intérêts, ils n'ont pas besoin de faire valoir leur intelligence. Donc moi, mais est-ce que vous croyez... C'est comme ça que je ne voulais même pas citer cet article-là. D'accord. Parce que ça a été fait par les gens qui voulaient se positionner et rester au pouvoir. Tout simplement. Les économistes, si tu lui amènes un dossier là où il va se retrouver pour être corrompu, mais il va défendre ce dossier jusqu'au bout. Sinon, ce n'est pas son problème. Sont des spécialistes à être corrompus. Ça, c'est vraiment, ça, c'est l'intellect congolais. Mais le reste, pour les intérêts de la population du pays, ce n'est pas leur problème. Ok, donc je pense que l'histoire de ces intellectuels, avec ceux qui cherchent dans les textes qui sont là, qui ont trouvé le moyen d'utiliser leur savoir pour chercher dans les textes ce qui peut qui peut les intéresser, pour, dans notre cas d'espèce, maintenir Joseph Kabila au pouvoir est une vérité, nous l'avons constaté, que dans les multiples dialogues, dans les multiples concertations, dans les discussions, on revient toujours à la même chose. Alors que sur l'idée fondamentale, c'était d'avoir des élections, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas d'élection, et aujourd'hui, la véritable incertitude du peuple congolais, c'est: y aura-t-il des élections un jour? Parce qu'on sait que quand en France ou aux États-Unis, le président a été élu, il n'a pas pu entrer directement en fonction. Il fallait attendre le temps de mise en place. Et cette période de mise en place, quand on regarde bien, toutes les constitutions se ressemblent presque dans les pays de ce point de vue. Donc le temps nécessaire pour l'installation d'un président, effectivement, l'autre doit toujours être président, enfin doit rester à son poste, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait vide de l'État. Mais dire que, interpréter de la manière suivante, un président qui n'est pas élu, les élections qui sont empêchées, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, avec cette interprétation, on peut même aller jusqu'à 1000 ans. Si un autre président n'a pas été élu, donc organisation des élections non faites, dont le président est toujours là. Je crois que ceux qui ont écrit la Constitution ne sont pas bêtes. C'est vraiment pour l'installation du président, en fait, et non pas attendre qu'il y ait des élections pour avoir un président. Nous allons passer au point suivant, qui est celui de un intérim technique qui s'impose avec des personnalités qui ne seraient pas eux-mêmes impliquées dans les élections futures. Je ne sais pas si vous pensez faire un petit commentaire là-dessus. Moi, je pense que si nous devons arriver à cette étape-là, avec une feuille de route, mais on peut prendre l'exemple de Burkina Faso. Que tous ces gens-là qui vont assumer la transition ne peuvent pas se présenter aux élections, sur toutes les... À tous les niveaux, vous voulez dire? À tous les niveaux, oui. À tous les niveaux local et national, ouais. Et présidentiel. D'accord. Je crois que si les gens peuvent se mettre d'accord sur cette feuille de route de cette manière-là, les choses vont marcher. Mais on ne peut pas, même si ça n'a pas marché, mais nous sommes obligés, les Palestiniens et les Iraniens ont toujours négocié. On ne peut pas s'en passer de ça. Donc mettez-nous tout simplement d'accord sur cette feuille de route-là, qui doivent assumer la transition pour aller aux élections.
Je vous disais toujours qu'il n'y aura jamais des élections le 19 décembre. Et même quand j'avais discuté avec les gens qui sont venus ici, quand les rassemblements a été créé, je vous avais dit qu'il n'y aura rien. Et le président de la République, Joseph Kabila, sera là-bas après le 19 décembre. Et ça ne sera pas le Kabila qui était élu, maintenant ça sera un Kabila qui va se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Parce que nous étions incapables de pouvoir de nous mettre ensemble autour d'une table pour un objectif commun de son départ. Et voilà les conséquences. Il y a une chose qui est très importante aussi, ça ce sera le point suivant, c'est le 6e point, sur le rôle assimilateur de la RDC. En tout cas, la RDC, vu son potentiel, ses richesses, ses potentialités humaines et matérielles, c'est-à-dire le sous-sol, le sol, un paradis terrestre, on va dire, c'est un pays très important. Avec les hommes bien formés, c'est un pays qui a besoin, qui est capable d'assimiler toutes les populations, même des pays environnants qui trouveraient leur place s'ils veulent vraiment donner de leur force pour le développement de ces pays, comme les grandes puissances comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, même les pays comme le Brésil, par exemple, qui assimilent des gens qui viennent de tous les horizons, qui viennent avec leurs intelligences, leur technicité pour faire avancer le pays. Le rôle assimilateur voudrait qu'on puisse accueillir les gens. Vraiment, évidemment, il faut que le pays déjà puisse se reconstruire, puisse revenir dans un état de droit pour se mettre dans ces conditions-là. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect d'un pays, grande puissance potentielle, capable d'assimiler tous ceux qui viennent? Notamment, on voit le problème à l'est des pays, des très petits pays minuscules, mais dont les populations veulent se revendiquer du Congo. On pense que c'est quand même un grand pays. On peut assimiler les gens qui viennent des immigrés qui viennent d'ailleurs. Nous savons qu'en France, si on regarde en Belgique, en Allemagne, comme notre pays aussi, on va dire, des gens qui viennent d'ailleurs, mais qui obtiennent les nationalités, mais qui respectent les droits de ces pays et qui deviennent pourtant plutôt la richesse de ces pays au lieu d'être un fardeau ou bien un danger pour le pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que vous êtes en train de rejoindre l'autorité morale de Bundule Mayala, il dit ceci: les voisins restent les voisins. Et d'ailleurs, à l'époque, François Mitterrand l'avait dit, l'erreur qu'ils avaient commise de pouvoir nous imposer des frontières artificielles. Le Congo, c'est un grand pays. Quand le Congo est dirigé par les gens qui veulent ce pays, honnête et tout ça, mais le pays va se développer avec d'autres intelligences des pays voisins. On ne peut pas se développer si nous n'acceptons pas de pouvoir apprendre aux autres. Nous devons apprendre. Mais nous devons nous organiser d'abord nous-mêmes. Nous avons tout. Mais comme les hommes politiques, comme les hommes qui sont aux affaires, c'est d'abord ce qui compte, c'est leur famille, c'est leur poste, c'est leurs intérêts. Et nous arrivons à cette situation-là, que chacun peut entrer au Congo comme il veut, il entre, il exploite, il sort. Il n'y a même pas de contrôle. Il viole, il pille. Il viole, il pille, il se comporte comme il veut. Et c'est comme ça que nous disons, nous, depuis le 7 août 2017, il faut un État fédéraliste. Nous devons institutionnaliser pour que chacun puisse, chaque province,
chaque région puisse s'organiser. Donc, nous devons, les gens qui veulent s'intégrer, sauver ce pays. Vous pouvez être chinois, belge, français, je ne sais pas, japonais. Mais quand vous venez apprendre aux ressortissants du pays, du travail, leur donner à manger, il faut apprendre à quelqu'un d'aller pêcher au lieu de lui donner qu'il a à manger. Bon, ce que je comprends, l'idée fédéraliste, c'est ça qui revient. Oui, fédéraliste, le Boundou Diamayala, mais ça c'est le combat politique qui va mener Boundou Diamayala sur le plan, dans le combat politique en RDC. On sait qu'un pays, les partis politiques ont tous leur point de vue. Maintenant, il faudra voir dans l'espace politique, faire gagner ces points de vue. Je me rappelle que Lumumba, à l'époque, avait l'esprit unitariste avec le MNC, mais nous avions aussi des partis comme l'Abaco, qui était un parti fédéraliste. Nous avions des partis dans les Kasaï qui étaient fédéralistes, dans le Katanga qui était fédéraliste aussi, beaucoup d'autres. Donc ça fait partie de la vision politique de Boundou Diamayala, ça je le comprends, et aussi ceux qui ne se sont pas déclarés, mais je crois que dans la formation des grands groupes qui pensent la même chose, vous pourrez trouver effectivement des mouvements congolais pour rejoindre ce point de vue, en tout cas sur ce plan-là. Mais sur le plan de la lutte pour le changement et amener le pays à un état de droit, je crois que nous sommes tous d'accord qu'il faut mener ce combat jusqu'à avoir ce départ voulu par tant de Congolais qui sont aujourd'hui mobilisés. N'est-ce pas, Monsieur Sita Sonizen? Mais oui, on ne dit pas que demain, le Boundou Diamayala va commencer à demander aux gens de ne pas participer à la lutte. L'appel du 7 août, Longakong a dit, tout le monde est maintenant autour d'une table, descendons dans la rue, changeons les choses sur le terrain. Parce que ce phénomène de mobilisation, prenez-vous en charge. Mais ça n'a jamais payé. Vous pouvez demander à quelqu'un de se nourrir, mais il faut lui apprendre comment il doit se nourrir. Prenez-vous en charge. Mais il faut éduquer les gens comment ils doivent se prendre en charge. C'est ce que mon ancien Longi à Congo a toujours fait, en formant les jeunes qu'il a formés, qui sont déterminés, qui sont motivés pour obtenir le départ des gens qui ont institutionnalisé l'injustice au sommet de l'État. Ça doit prendre fin. Le moment est... On va aborder le 7e point, qui est la réaction par rapport aux événements passés tout récemment. Il y a eu le 7 août, la matérialisation de l'appel, la réponse à l'appel d'Ene Mwanasemi. Ça fait tout le tour de l'actualité en RDC comme dans l'international. Il y a eu des morts certes, mais il y a eu plusieurs observateurs qui ont parlé de la vraie mobilisation, même si il y a une partie seulement a été mobilisée. Et on dit que la mobilisation n'a pas été entière parce qu'il y en a d'autres qui ont, en appelant à la ville morte, ont au fait de façon voilée appelé à la démobilisation pour cette date. Alors, les villes mortes, nous savons que nous avons un pays à 90% de chômeurs. Une ville morte n'a pas d'impact sur le plan économique. J'aimerais que vous nous parliez très brièvement de qu'est-ce que vous pensez des villes mortes aujourd'hui par rapport à l'appel à la mobilisation, par rapport à l'appel pour le départ de Kabila, alors qu'on sait que les villes mortes ont fait leur temps.
frère, le 7 août 2017, c'est le seul, l'autorité morale de Ndomia Congo, qui a pris le courage d'envoyer ces hommes à lui sur le terrain, qui ont trouvé la mort. Pendant que les autres disent non, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, doit rester au pouvoir. Nous voulons que les gens restent chez eux, à la maison, d'attendre le bon Dieu qui va aller les sauver. Ça n'a jamais payé les villes mortes. Combien de fois on l'a fait? Celui qui est devenu président, je ne sais pas, des suivis, de tout ça. Moi, je ne cite pas les noms des gens. Mais les villes mortes, ça a été institutionnalisé par Étienne. Mais ça n'a jamais payé. Au contraire. Au contraire, ça affaiblit même notre économie. Parce que les gens doivent vivre. Et l'informel, c'est ça qui fait vivre la population congolaise. Et quand vous appelez aux villes mortes pour dire ça a réussi à quoi? Parce que moi, j'avais mes 2 voitures, j'avais téléphoné que mes voitures ne sortent pas. Parce que je ne veux pas que mes voitures soient brisées, tout simplement cassées. C'est la peur qui fait ça. C'est comme ça, les propriétaires de véhicules n'envoient pas leurs véhicules aller circuler. Donc la ville morte n'a jamais payé et ça ne payera jamais. Ce qui va payer, c'est ce que Longi Akongo Nemwa Nansemi, l'honorable, a dit, ça suffit, mettons-nous ensemble, allons dans la rue pour trouver des solutions. Ça n'a jamais payé. Bon, je ne sais pas si ça a payé à l'époque de Mobutu. Si c'était tout simplement les villes mortes qui pouvaient faire partir Mobutu, Mobutu serait parti très longtemps. Ça n'a jamais payé. La mobilisation, lorsque le président Tshisekedi est rentré, quand nous sommes rentrés, mais la mobilisation était totale. Est-ce que ça a payé? Ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé, effectivement. Les morts... Les morts, les villes mortes, hein, comme vous voyez, les villes mortes appartiennent aux morts. Parce que d'ailleurs, il y a les morts qui est là-dedans. Et surtout, vous, aux Congolais, les Congolais et au Congo, vous ne respectez pas les morts. Vous vendez même des cimetières. Des maisons sont construites au-dessus de tombes des gens. Alors vous décrétez des villes mortes. Donc vous voulez aller réveiller ces morts-là pour venir faire quoi? Parce qu'ils sont déjà morts. Vous ne les respectez même pas. Et vous continuez à demander des villes mortes. Mais les villes mortes appartiennent aux morts. Donc, vous avez déjà vu un mort venir dans la rue pour aller chasser? Non. Ce sont nos ancêtres qu'on invoque mais qu'on ne respecte plus au Congo. Parce que les cimetières sont vendus et les maisons sont construites au-dessus de ce cimetière-là. Et maintenant vous appelez aux villes mortes. Donc nous ressemblons aux morts. Ou quoi? Ça n'a jamais payé. On doit cesser ces histoires-là de villes mortes. Mettez-nous autour d'une table pour prendre une décision finale. Donc voilà un appel qui est lancé à toutes les forces politiques et sociales et culturelles en RDC pour que tout le monde soit mobilisé et non pas seulement une partie pour le départ de celui qui est là alors que son temps est déjà dépassé. Alors, ce que je retiens en tout cas dans ce que vous venez de dire, il faut laisser les morts organiser les villes mortes. Hein, oui, il faut laisser les morts organiser les villes mortes. Et nous les vivants, si je peux vous paraphraser, les vivants doivent faire la conjugaison de leurs forces vives, de toutes les forces vives, pour aller de l'avant. Aller de l'avant, obtenir le résultat que nous recherchons. Donc, le changement. Je ne vous interromps pas. Mais qui est pour que ce régime-là reste en place? Celui qui demande mon enseigne le départ de Kabila ou les gens qui disent non, restez à la maison, il ne faut jamais travailler. Il faut mourir de faim.
Mais laissons les morts aux morts, laissons les villes mortes aux morts. Bon, ce qui est important aujourd'hui aussi, c'est d'essayer de parler au-delà même de son camp. Alors, ces gens qui sont démobilisés, il faut trouver des mots pour les mobiliser, qui ne suivent plus ces gens qui les démobilisent, parce qu'ils sont vivants. Il faut qu'ils rejoignent la voie des vivants. Parce que ce qu'on a pu constater, il y a plusieurs façons de mobiliser. Quand vous jouez de la fanfare, vous mobilisez aussi des gens qui viennent. Mais tu ne vois pas quand les quartiers passent dans la rue, ils mobilisent aussi. Donc il faut laisser ces gens-là faire leur théâtre. Vous pouvez aller avec les fanfares dans la rue, les gens vont venir vous voir, les gens vont... Non, ça n'a jamais payé. Ça n'a jamais payé. C'est la mobilisation payée. Étienne Tshisekedi allait déjà prendre le pouvoir, arriver au pouvoir depuis longtemps. Mais ça ne paye pas. Après une journée, 2 journées, c'est fini, les gens sont fatigués. Je comprends que la mobilisation, elle est importante, mais il faut que ce soit la mobilisation de gens bien formés et non pas des gens qui suivent comme une fanfare pour aller danser. Mais ces gens-là dansent quand ils arrivent là-bas. On doit aller se mobiliser. Il y a des gens même qui prennent d'abord la bière pour aller dans la rue, faire leurs petites rencontres. Mais il faut laisser ça aux gens qui doivent aller danser. La mobilisation. Non, la mobilisation, il faut mobiliser pour arriver à quelque chose. Mais si vous mobilisez tout simplement pour aller écouter les histoires qui n'aboutissent à rien, moi je pense que ce temps-là est déjà dépassé. Mettons-nous autour d'une table pour trouver une solution. Si on dit, bon, tel jour, mettons-nous dans la rue et trouvons des solutions, et les solutions vont se trouver. Ce n'est pas demander aux gens de rester à la maison, mobiliser les gens, après les gens rentrent chez eux, et c'est fini, l'histoire est enterrée. Ok. Bon, je pense que le message est passé. Les gens ont compris, enfin tout le monde comprendra que le 7 août a été un point de départ. Et ce point de départ, je crois, tout le monde l'a perçu, a pu savoir dans quelle mesure le peuple a une force, si vraiment ils se mettent tous ensemble à suivre le mot d'ordre qui a été passé par Longhi. Et est-ce qu'il y a un mot d'ordre qui vient encore dans les jours qui viennent ou comment? Mais je suis quand même le directeur du bureau politique de Bourou de Maya, le parti cher à l'honorable Némon Nsing, notre autorité morale. Je pense que c'est le commencement. Et ça va suivre parce que le sang qu'on a fait couler ne peut pas aller bêtement comme ça. Le mot d'ordre va venir pour demander à tout le monde de descendre dans la rue et de chercher des solutions définitivement. Donc, je demande aux combattants, de tous les combattants, que ce soit des l'UDPS, que ce soit les combattants de Bourou de Maya, et tout le peuple, la jeunesse qui veut un changement. C'est là le changement. C'est l'appel de l'homme. Ce n'est pas rester à la maison. Non. Moi, je pense que maintenant le moment est venu et le jour où l'homme va... Ça a été une grande réussite parce que tout le monde était mobilisé de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc la sensibilisation, c'était total. La réussite, c'était total. Les gens croient que qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Non, nous avons obtenu grand chose. Sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de la mobilisation. Les gens étaient mobilisés de tous les cas. Ils attendaient qu'est-ce qui va se passer. Parce que nous, les bédèmes, si on veut frapper, on va frapper. Mais nous ne voulons pas que le sang continue à couler inutilement comme ça. Les jours où encore les sangs vont couler, eh bien, on va pousser les gens à se défendre. Et nous nous défendrons. Oui, se défendre effectivement. Alors je vais revenir sur le point suivant.
il y a plusieurs forces qui revendiquent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le départ de Joseph Kabila comme l'unique solution, parce qu'il a déjà fait plus de 15 ans et maintenant il faut donner la chance à la RDC. La RDC doit avoir sa chance. Alors on voit la mobilisation par-ci, par-là, des hommes bien connus déjà qui sont dans l'espace politique congolais, mais on voit un nouveau, M. Sindika Dokolo, qui a levé des troupes avec un groupe qui s'appelle les Congolais Debout. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Alors, avez-vous peut-être pensé à dire un mot sur ce nouveau mouvement qui, quelque part, tend la main, parce qu'il lance aussi un appel à tous les Congolais pour rejoindre le même combat. C'est quelque part une façon de dire que moi, maintenant, je suis là, je suis avec vous pour ce combat. Et avec moi, nous allons peut-être réussir si je suis avec vous. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Syndicat Dokolo, d'abord il porte les noms qui a fait la fierté à l'époque de Zaïre. Parce que son papa a prouvé de quoi il était capable sur le plan organisationnel. Il a organisé la banque, il n'a pas été financier, mais du moins ça a fonctionné. Si ce n'était pas les intrigues des uns et des autres, aujourd'hui cette banque-là fonctionne. Je crois que je l'encourage. Maintenant où il s'est décidé de dire non, trop c'est trop, nous devons maintenant se mettre ensemble pour trouver des solutions. En République démocratique du Congo, je l'ai suivi. J'ai eu peut-être 2 ou 3 occasions de les rencontrer. Il ne me connaît pas, mais moi je les connais très bien parce qu'on se voyait en verre, c'est surtout... Bon, mais le jour où j'aurai la chance de les revoir et discuter les problèmes de ces pays, c'est en ce moment-là. Je vais vraiment connaître ce qu'il veut exactement. Mais les conseils que je lui peux tout simplement lui donner, de ne pas se laisser impressionné par son entourage. Surtout. Je crois qu'il comprend. D'accord. Il n'a qu'à écouter beaucoup sa conscience. D'accord. S'il veut aider ce pays-là. C'est bon.